Jean-Claude Gautran appartient à cette génération qui a milité pour la reconnaissance de la photographie d'auteur. Il était un homme discret, hyperactif et a toujours été à l'écoute des autres photographes. Bernard Plossu a dit de lui « Gautran, ce grand de la photographie, c'est lui le véritable monsieur photo pour toute notre génération. C'est lui qui nous a tous reçus chez lui, qui nous a aidés, guidés. On lui doit beaucoup. » Personnage incontournable du monde de la photographie, militant infatigable, il était journaliste, écrivain prolifique, historien de la photographie. Il a signé de nombreux livres sur ses amis comme René Jacques, Brassailles, Ronis, Doisneau, Dieuze, Pic, sur l'histoire de la photographie, les Cibergé, Blancard-Évrard, Eugène Adjet, Hippolyte Bayard, ainsi que plusieurs ouvrages sur son œuvre. Les Murs de mai, en 68, L'assassinat de Baltard, Les forteresses du dérisoire, Bercy, la dernière balade, Itinéraire d'un photographe et Le jardin de mon père. Il était aussi un photographe inspiré par la subjective photographie d'Otto Steiner. Jean-Claude a développé une véritable poésie par l'image, où le graphisme, la matière et les lumières sont les composants essentiels de cette rigueur formelle qui structure toute son œuvre. Il a fait partie en 1969 de la première équipe des Rencontres d'Arles, aux côtés de Lucien Clergue, et n'a cessé d'être présent tous les étés jusqu'au 50e anniversaire de ces rencontres. Une photographie peut suggérer n'importe quoi. La même photographie peut suggérer des choses différentes entre elle, vous et moi. On ne va pas la voir, on ne va pas la lire de la même façon. Donc l'objectivité, ça n'existe pas. C'est pas possible puisque ça passe par une subjectivité, celle du photographe. Donc une photo n'est jamais objective. Ça, c'est un leurre complet. Il suffit de la recadrer différemment déjà pour lui faire dire autre chose. Et il suffit de rajouter des mots pour lui faire dire autre chose que ce que lui a vu. Par exemple, la photographie, je ne sais pas si vous voyez que c'est, du mineur silicosé de Willy Ronis à Saint-Étienne. À travers derrière une fenêtre, on voit ce vieux mineur ridé, etc. Il avait passé ça à Life. Et Life a fait une légende qui contredisait tout à fait ce que Ronis voulait dire en montrant la dureté du matière de mineur et les résultats qu'il en restait sur des hommes encore jeunes, mais qui paraissaient 80 ans. Et les autres, c'était une vision quasiment angélique, tu vois, de la vieillesse. Ouais, mais le Ronis n'a pas été d'accord du coup. Et nous, le rôle des photographes, c'est justement de leur montrer à regarder les choses. On est simplement que des passeurs, hein, nous. On glane quelque chose parce qu'on a eu un écho et on le transfère au spectateur qui, lui, à son tour, joue un rôle de récepteur. On est entre deux dans un petit chaînon, nous, les photographes. J'oblige l'œil du spectateur à me suivre. C'est-à-dire à regarder ce qu'il a vu, mais qu'il n'a pas regardé. Parce qu'il y a une sacrée différence entre voir et regarder. Et je dis souvent, les gens voient, tout le monde voit, mais peu de gens regardent. Je suis parisien jusqu'au fond de l'âme, sauf un petit bout d'âme en âme qui est encore dans le nord. Mais tout le reste, c'est parisien. Moi, je suis comme Doisneau, je dis souvent, quand je franchis le périph', je suis à l'étranger, moi, déjà. Hein, je voyage très peu. Paris, pour moi, c'est tout. Et quand on m'emmène quelque part, au bout de 8 jours, je suis heureux comme tout de revenir ici. Non, Paris, c'est vraiment... c'est mon point d'attache, c'est mon port d'attache. J'ai découvert les 2 bouquins d'Otto Steinert, du professeur Otto Steinert, sur la subjective photographie. C'est ma culture de base, disons, qui m'a vraiment inculqué ce que pouvait être le langage photographique en dehors de la photographie traditionnelle et simplement contemplative. C'est un bouquin qui, pour les photographes, pour les uns,
c'était répulsif. Il ne voulait pas savoir une photographie qui utilisait tous les moyens techniques pour aller au-delà de la simple représentation, du simple reflet de la réalité pour aller sur quelque chose qu'on crée. Et ça, c'était extraordinaire. Pour certains, l'effet miroir, ça leur suffit, mais ça ne sert à rien du tout. Il faut voir l'autre côté du miroir en même temps. Si on peut, essayer de trouver l'autre côté du miroir. Mais c'est ça le problème. C'est d'aller au-delà de la simple représentation. C'est-à-dire que c'est l'imagination qui doit guider, qui doit commander à la vision. Et j'ai commencé donc en 1956-57, à faire mes premières photographies un peu inspirées par cette école de photographie. C'est-à-dire des choses épurées, des choses très graphiques, des choses qui essayaient d'aller à l'essentiel des formes, mais faire parler les formes en même temps. C'est tout l'art de la création, dans le fond. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et on verra dans cette suite d'images que j'ai faites, puisque j'ai travaillé énormément par série, contrairement à l'époque où c'était la photographie individuelle qui prônait. Moi, j'ai toujours dit à l'époque, non, une photographie, ça n'est qu'un mot, et plusieurs mots, c'est une phrase. Et moi, je veux raconter quelque chose, donc il me faut des phrases. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire des séries complètes sur un sujet. C'est-à-dire pas une seule photo, mais tourner autour de lui faire rendre l'âme en quelque sorte, et aller au profond des choses pour vraiment signifier ce qu'il voulait dire. C'est pour ça que c'était assez novateur à l'époque, puisque c'était 64, et les dates sont là. Les gens ne travaillaient pas comme ça à l'époque. C'était la photographie individuelle, c'était même pas encore la photographie d'auteur, comme on voit dans certaines expositions aujourd'hui. On montrait une photo, par-ci, par-là, mais jamais un ensemble de photos pour un photographe. Alors on était loin des séquences de Michaels qui arrivent après. Et c'est pour ça que c'est une démarche qui m'a été propre pendant longtemps, parce que les gens ne l'ont pas tellement adopté à l'époque. Après, c'est devenu classique maintenant, les séries. Et Métropolis, ça a été le premier. Donc Métropolis, c'est simplement un voyage autour de Paris sur la construction de ce que deviendra le boulevard périphérique. Et c'est tous les poutrelles, les fers à béton, c'est le pouvoir évocateur du tracé de tous ces objets qui amène à subodorer un petit peu la signification profonde du message, qui est l'asphyxie des villes par le modernisme. Les villes disparaissent derrière les masses de ferraille comme ça. Et on les voit vaguement encore, mais elles sont avalées, les villes. Parce que les murs de mai, c'est les événements. J'étais dedans, donc c'était ma façon à moi de faire un reportage sur mai 68. Comme je ne photographiais pas les gens, j'étais en manif, je ne pouvais pas faire les manifs et photographier les gens, moi je ne pouvais pas. Je photographiais les affiches, les graffitis, le langage des murs. Et le langage des murs, ça se rapproche un peu à ce que je ferai par la suite, d'ailleurs, ça c'est très rigolo. Effectivement, j'ai fait cette grosse série qui a été publiée tout de suite après, je crois, à la fin mai 68, oui, à la fin de l'année 68. Et un petit nombre d'exemplaires, puisque on n'avait pas d'argent, c'est toujours pareil. C'est nous-mêmes qui l'avons imprimé, etc., grâce à un copain imprimeur. Mais ça a été épisodique, mais en quelque sorte, malgré tout, c'était épisodique, mais ça reflétait un peu mon tempérament. On parlait tout à l'heure de militantisme, disons de personnes un peu engagées, sur certains thèmes qui m'ont toujours déclenché une colère. J'étais très très coléreux, étant jeune, immédiatement. Et ça, mai 68, c'était fabuleux. C'était l'extériorisation de tout un ressentiment, de toutes des réclamations qu'on pouvait faire. Et puis,
Donc on peut chevaucher, et 68, après 71, il y a un autre élément qui m'a fait encore bondir et prendre mon appareil, c'est la démolition des Halles de Baltard. 3 ans après, quand j'ai su qu'on voulait les démolir, puisqu'ils étaient vidés depuis 1969, ça a été Rungis, elles avaient été vidées de leur contexte naturel, mais c'était devenu un forum, un vrai forum, alors pas comme celui des Halles, un vrai forum extraordinaire, où dans ces bâtiments désaffectés, dans les pavillons, il y avait 12 pavillons désaffectés, se passait une vie artistique et culturelle faramineuse. Il y avait du théâtre, Orlando Furioso, par exemple, a été joué là-dedans, il y avait des expositions de Picasso, c'est pas n'importe quoi. Le salon d'automne, il y avait le salon du livre, il y avait même une piste de ski artificielle, mais il y avait du catch, il y avait du cinéma, il y avait de tout. C'était extraordinaire. Et puis brusquement, en 71, on apprend que ces choses-là que nous, on pensait qui allaient perdurer, c'était chouette de se retrouver tout ça à Paris. On apprend que ça allait être démoli. Alors immédiatement, là aussi, les riverains et les Parisiens ont fait des manifs pour protester. Ça n'a servi à rien d'ailleurs. Et moi j'ai dit, non Dieu, mais c'est pas possible de démolir des trucs pareils. Parce que la beauté de cette architecture métallique du 19e siècle, on la voyait pas quand il y avait le marché. Il était surchargé d'un tas d'éléments, on voyait pas vraiment l'ossature des choses. Quand ça a été vidé, c'est là on a vu les lignes architecturales des choses, on s'est dit, mais c'est invraisemblable de démolir ça. D'autant que ça pouvait servir à une maison de la culture à plusieurs étages, alors qu'il n'y en avait pas. Donc je me suis dit, allez, je prends mon appareil et je vais aller photographier ce que je peux encore photographier. Donc j'ai photographié les bâtiments désaffectés, il n'y avait plus personne déjà désaffecté, et après les démolitions. Mais toute cette série que j'ai intitulée, qui va être publiée en début 72, c'est l'assassinat de Baltard. Et l'assassinat de Baltard, je ne sais pas s'il est là, oui, il doit être là, bah oui, le voilà. C'est celui de l'époque, qui a été publié tout de suite en début 72. Et ben c'est à la fois un reportage et à la fois une série, une des premières séries que j'inclus dans la mémoire des lieux. C'est un lieu. Les Halles, c'est un lieu. À la différence de ce qu'on verra après, où c'est l'étang. Donc ça, c'est une première série qui a été déclenchée aussi par un coup de colère encore, par un refus de disparition des choses. C'est ma Joconde. Et c'est toujours celle-là qui est publiée. J'arrête pas de dire aux gens, mais il y en a d'autres, non, c'est celle-là, parce que les gens, ils connaissent, donc on montre ça. Comme quoi, l'utilisation, ils ne cherchent pas beaucoup dans leur... C'est connu, alors on montre ce qui est connu. Mais on ne cherche pas à ouvrir l'esprit des gens, alors que tout ça, c'est aussi significatif. « 68, oui, il y avait cette série aussi. Mais cette série, c'était intéressant parce que c'est l'ossature de la série pure, telle que je l'avais conçue tout à l'heure quand je parlais d'un poème d'image. Et ça, pour moi, c'était vraiment un poème d'image, en le sens que ce galet qui est là, le voilà, le galet, tel que je l'avais trouvé sur une grève. Après, je lui ai fait voyager, j'ai créé autour de lui un monde qui, pour moi, était la jeunesse du monde. Et je me suis acharné à faire disparaître, sans trucage, uniquement à la prise de vue, tout ce qui pouvait inclure un signe de la civilisation actuelle. Il n'y a pas de poteau électrique, il n'y a pas de ligne de téléphone, il n'y a pas une voiture, il n'y a rien. C'est vraiment le monde pur, dur, tel que ma petite tête avait conçu qu'il devait être à l'époque. Et tout ça, c'était à la fois un ode à la matière, et Weston n'est pas loin non plus, là, parce que c'est vraiment la matière pure qui est là. C'est beau comme un Brancusi. Je l'ai encore, le galet, d'ailleurs. Et là, après, la série revendicative, donc c'est ce que je disais, elle a commencé là, d'ailleurs, encore une autre série aussi, ça. Une série sur les boues rouges. Les boues rouges, c'est du côté de Gardanne, par là.
c'est les rejets de Péchinet, de Monsieur Péchinet, qui aujourd'hui encore sont rejetés maintenant en Méditerranée, qui à l'époque étaient rejetés dans une vallée qui était derrière l'usine et qui a comblé complètement la vallée. Alors, voilà, et voilà l'évolution de la vallée en fonction des trucs. Donc ça, c'est encore un truc écologique avant l'heure, mais déjà revendicatif chez moi. Encore pareil, ça c'est Vassivière, qui est un lac de barrage dans le Limousin, pas loin de Limoges. Donc c'est une vallée qui a été condamnée pour l'édification d'un barrage hydroélectrique. Et ça va de soi que ça a supprimé un village entier, etc. Et j'ai photographié là aussi les restes de ce qu'on pouvait trouver 45 ans après. Ça m'intéressait de savoir qu'est-ce qu'on va trouver 45 ans après au fond d'un lac. Et j'ai retrouvé un pont romain. Ça, c'est un pont romain. C'est fou, hein, qui est là, qui est englouti. Au jour d'aujourd'hui, il est encore englouti à nouveau. Ça, c'est une allée de platanes. C'est une route qui passait là ou là, je ne sais plus, elle venait d'eux, et là, c'était l'allée de platanes, et ils ont simplement coupé, et ça s'est fossilisé. Dans l'eau, au fond du lac, on a cette rangée de platanes qui a été, non pas arrachée, mais coupée, tu sais, pour aller plus vite. Et ça s'est fossilisé. Et on retrouve encore des vestiges, des habitations, des gens qui étaient là, et moi, ça me file la chair de poule quand j'étais là-dedans de voir ça. Je veux dire. Et puis ça, après, c'est Bercy, encore un truc revendicatif. Ça allait être démoli, Bercy. Encore le vieux Parisien que je suis, encore bondi en disant c'est pas possible. Ils vont pas nous démolir le seul village encore qui existait du 19e siècle, pur. Hein, quand il avait été rassemblé par Thiers. Quand il a rassemblé les communes autour de Paris pour faire le Paris, Bercy, c'était une commune. Et il y avait encore ces grilles, et il y a toujours les grilles, elles y sont encore, on peut les voir, qui entouraient, c'était un village qui n'avait pas bougé depuis 150 ans. Oui, 150 ans, oui. Et je lui dis, c'est pas possible. Donc là aussi, j'ai été photographié ce que je pouvais trouver encore de Bercy, et après, j'ai suivi la démolition. Bon, c'était tout un univers, ça aussi, assez extraordinaire, quoi. Et là aussi, c'est la mémoire des lieux. C'est un lieu, Bercy, c'était un lieu, c'était typiquement un périmètre de Paris privilégié, en quelque sorte, par son activité, qui était une activité de vin, de marchand de vin. Donc, d'ailleurs, on ne pouvait pas y rentrer facilement. Il y avait un octroi à chaque porte. On ne pouvait pas rentrer comme vous voulez. C'est pour ça que ça avait été privilégié, que ça n'avait jamais bougé. Pas un pavé n'avait bougé là-dedans depuis sa création. Et bon, on arrive à s'infiltrer quand même, parce qu'un photographe, ça s'infiltre toujours partout. Donc je suis arrivé quand même à le faire, c'était bien. Là, encore une revendication, c'est la disparition du bassin minier. Faut pas oublier que, quoi que je sois parisien, je suis né à Lens, moi. Et mes grands-parents étaient mineurs de fond. Donc j'ai des attaches quand même, il y a quelque chose qui reste là-bas. Et quand j'ai vu ça, ça pendant 10 ans, ils ont tout démoli. J'ai donc fait une série sur le paysage minier qui est, ma foi, qui est tel qu'il existait et tel qu'il disparaissait, lui aussi. Les corons morts, des villes entières qui étaient mortes, qui disparaissaient. Et ça, voilà. Encore un coup de gueule, c'est Carnac. Ça paraît bizarre que je puisse pousser un coup de gueule sur Carnac. Mais moi j'avais l'habitude de Carnac de m'y promener, parce que c'était fabuleux. Carnac, c'est magique. Hein. C'est un lieu qui est magique par lui-même, puisque c'est la mémoire des mémoires.
c'est un message qu'une civilisation nous a laissé, qu'on n'a pas encore compris d'ailleurs, qu'on n'a pas déchiffré. Je trouvais ça merveilleux de se promener. Et puis, un beau jour, ils ont décidé de bloquer, d'entourer maintenant Karnak. Hein, c'est entouré maintenant, on n'y pénètre plus. Sauf en visite guidée, mais sur des sujets bien particuliers. Alors j'ai encore piqué ma crise et je suis allé photographier Karnak avant qu'on puisse plus y aller. Encore revendicatif, mais la défense de la mémoire encore. C'est qui joue là-dedans. La défense de la mémoire et la beauté de la matière, parce que là on a toutes les matières possibles, imaginables. C'est un domaine assez extraordinaire, Karnak. Avec ses dolmens, ses menhirs et tout ça, c'est formidable. J'avais tout pour que ça me plaise, quoi. C'est vrai. Ça, c'est le deuxième volet de la mémoire, c'est la mémoire du temps. Là, c'est les lieux, hein, des endroits. Là, c'est le temps. La mémoire du temps, c'est les vestiges de la guerre. C'est tout un périple qui a duré 4 ans, 4-5 ans, le long des côtes de France, et qui fait partie justement de ce que j'appliquais à l'époque, des séries de photographies sur un seul et même sujet. La dune du Pilat, c'était un lieu assez extraordinaire qui doit plus exister d'ailleurs, comme beaucoup de mes photos n'existent plus, ce qui leur donne justement un relent de mémoire des temps. C'est en train de s'engloutir comme toutes ces réalisations là qui vont disparaître petit à petit, chacun à leur tour, mais d'une façon différente. Engloutis, brisés, cassés, voilà comme ça par exemple, brisés en deux en dépit de leur solidité de béton. Mais ça prouve que le temps ne résiste pas à l'action de la nature qui reprend toujours le dessus. Petite leçon d'humilité pour nos dirigeants. Et puis, Oradour-sur-Glane, c'est la deuxième partie du diptyque. On sait tout de suite de quoi il s'agit, ce qui s'est passé et ce qu'il en reste, qui a été conservé, donc voilà, c'est une mémoire debout, mais disparue. Et puis, toujours le troisième volet de ce triptyque sur la mémoire des temps, le camp du Struthof. C'est le seul camp de concentration qui a été en France pendant la guerre. Mais c'était pas la France, c'était en Alsace, et l'Alsace était allemande à cette époque-là. Et donc c'est le camp qu'ils ont fait à côté de Schirmeck, par la Colmar-Schirmeck, tu vois. Et dans la série des balades parisiennes de la fin, là, il y a des gens tout le long des rues, puisque je les rencontre dans les rues. Mais c'est pas des gens sur les gens, comme Sander, qui était vraiment une étude approfondie du personnage. Moi, c'est simplement des personnages de fond de décor, qui passent dans les rues comme Doisneau, comme Ronis, souvent. Hein, c'est un peu ça. La photographie humaniste, c'est un peu ça. C'est l'autre côté. L'autre côté. Mais disons que j'ai commencé vraiment par ce côté-là, et puis j'ai glissé petit à petit, et les amis aidants, à cette photographie humaniste qui est passionnante d'ailleurs aussi.
Voilà, tout ça, c'est Paris qui n'existe plus non plus d'ailleurs. Hein. Les trois quarts de ces coins-là n'existent plus non plus. Ils sont disparus. Mais là, par contre, il y a des gens. Hein. Je disais tout à l'heure, ils ne sont pas toujours des gens, mais il y a des gens là. Voilà, ça c'est 40 ans de balade dans Paris, hein, 40 ans ou de gens ou d'architecture. Ça c'est la construction du quartier Montparnasse en 1970. Les premiers buildings qui commencent à apparaître dans Paris. Il y a toujours un côté très graphique dans toutes ces images, dans toutes les séries. C'est une constante un peu. Hein, ça, c'est le dernier voyage de la Petite Ceinture à Paris. La Petite Ceinture, c'était un chemin de fer qui entourait Paris. Et ils avaient fait une sortie d'honneur en quelque sorte. C'était le dernier voyage qu'on a fait. C'était en 91, hein, c'est pas si vieux que ça. Hein. Non, puis bon, il y a les manifs, bien entendu. La Bastille, c'est un lieu symbolique à Paris. Je pouvais pas ne pas aller à la Bastille. Quand même. Alors c'est pareil, c'est des quartiers qui ont disparu, tout ça, hein, qui n'existent plus. Comme quoi, heureusement que la photographie existe. Ça, c'est Belleville. Le haut de Belleville, le bas de Belleville. « 87, c'est les années à peu près. Hein. C'est les années où j'ai le plus produit, ça. Les années 80, 90, début 90. Et après, j'ai beaucoup moins produit pour la simple raison que, à partir de 1980 à peu près, j'ai écrit de plus en plus. Je me suis lancé dans les bouquins et je ne pouvais pas être avec mon stylo devant un bouquin et avec mon appareil photo en train de photographier dehors. Donc il y a eu un ralentissement de la production photo après les années 80 que je regrette un peu maintenant, mais pas trop, parce qu'il y a les bouquins qui sont là, c'est chouette aussi un bouquin. Alors, Puis là, on arrive à cette dernière série.
Le jardin de mon père, qui est une série qui a été déclenchée par la redécouverte du gant de mon père dans le cabanon qui est au fond du jardin, parce qu'on a gardé la maison. Et ça m'a flanqué un choc de voir ça, comme si c'était vivant. Il y a quelque chose de vivant là-dedans. Et je me suis dit, mais ça représente lui et plus lui, les choses qui sont là et qui se délitent, on voit bien. Et je me suis dit, il faut que j'illustre ça. Et je suis reparti dans une série où, en utilisant sur 2 mètres carrés, tout a été fait sur 2 mètres carrés. Là. Les fruits du jardin, qui sont le sien, une série d'images de choses qui sont en train de disparaître. Quoi. Ça se dilue, ça se flétrit. C'est pas encore disparu complètement, mais on sait que ça va disparaître. C'est inéluctable, tout ça va disparaître, mais c'est encore là. Et je trouve que c'est l'équivalent de ce qu'on appelait les vanités, en peinture flamande surtout. C'est un peu ça. Hein. On arrive à une symbolique particulière de la série. Et ça, c'est la dernière série, mais c'est toujours une série, comme quoi, 60 ans après, je fais encore des séries.